bonjour, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement dans les jardins du Palais de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye invite les Sénégalais à une vaste campagne de reboisement. En donnant le ton, le chef de l'État a reboisé un corosoulier. Assises nationales de la justice, les acteurs ont terminé leurs recommandations. Elles seront transmises au président de la République dans les tout prochains jours. À quelques jours du début du pèlerinage à la Mecque, halte à Médine, passage obligé et premier lieu à visiter pour tous les pèlerins. Et l'attraction, c'est la mosquée du prophète Mohammed paix et salut qui ne désemplit pas. Ce 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. À l'occasion, le président de la République a planté ce matin un corosoulier dans les jardins du Palais. Un acte symbolique, certes, mais qui invite à une large campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire national pour faire face aux défis des changements climatiques. Aboubakry Kane. Un acte symbolique dans les jardins du Palais, en ce 5 juin qui célèbre la Journée mondiale de l'environnement. La plantation de ce corosoulier, de son nom scientifique Annona muricata, est une action en faveur de l'environnement pour une dynamique responsable et écologique qui va rester dans l'histoire du Palais de la République. C'est l'un des actes certainement qui va marquer personnellement mon passage ici. C'est un exercice que j'aime particulièrement et auquel j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement. Les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui nous commandent à une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changement climatique. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. L'acte vise également à sensibiliser les Sénégalais sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le chef de l'État invite à une prise d'initiative pour répondre aux défis urgents relatifs au changement climatique. Cet acte symbolique est aussi un appel à une vaste campagne de reboisement, particulièrement pendant l'hivernage. Dans certaines zones, ça s'est déjà installé. Mais je crois qu'il y a une journée de l'arbre qui arrive bientôt au mois d'août. Cette journée-là doit être véritablement marquée par un engouement populaire autour du reboisement. Et nous invitons toutes les populations, toutes les communautés à se préparer à cette journée et à pérenniser aussi dans le comportement citoyen de tous les jours la plantation des arbres dans leur environnement immédiat et dans le cadre des actions communes dans des zones qui sont identifiées. Une campagne de sensibilisation et d'action sur l'écologie et la restauration de notre couvert végétal. C'est à ce prix seulement qu'on réussira à rendre notre environnement beaucoup plus agréable et à lutter de façon plus efficace contre les changements climatiques qui nous affectent tous d'une façon ou d'une autre et dont les conséquences à moyen ou long terme ne sont pas pour le moment calculables, mais on en ressent déjà les effets drastiques à travers l'avancée de la mer et la compromission de beaucoup d'activités génératrices de revenus. L'édition 2024 de la JME porte sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Voilà, donc c'était la célébration de la Journée mondiale de l'environnement avec le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Les assises nationales de la justice ont pris fin hier, entre autres mesures fortes, une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, la réduction de l'excès de pouvoir du procureur de la République, la digitalisation du système judiciaire. Telles sont les recommandations. Les réflexions seront transmises au président de la République dans les prochains jours. Anaïs Nianyamane, compte rendu. Une des recommandations phares de la Commission de la réforme de la justice, la réduction des pouvoirs du procureur de la République.
Après plus d'une semaine de réflexion, ces panélistes proposent également une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter qu'un large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et pour que cette justice soit plus souveraine. Par ailleurs, à la commission modernisation, pas de consensus sur le maintien ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les points de convergence, c'est qu'il faut aller vers un Conseil supérieur autonome. Donc l'autonomisation également du juge de l'application des peines. Il faut comprendre à ce niveau que du fait du nombre réduit de magistrats, présentement on a 530 magistrats. Donc les magistrats exercent plusieurs fonctions. Et le JAP, c'est une fonction qui est exercée à côté d'autres fonctions. Pour une plus grande efficacité, la Commission est d'accord pour une autonomisation du JAP, du juge de l'application des peines, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale et efficace. Améliorer les conditions de prise en charge du justiciable à l'accueil du détenu, des usagers, des victimes, bref, améliorer en tout cas l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, salue cet engagement collectif. Des discussions qui se sont tenues dans une bonne ambiance et qui ont permis de produire un document qui peut marquer un tournant dans l'histoire de la justice sénégalaise. Ce dialogue national a été bien plus qu'une simple série de débats. C'était une démonstration de notre engagement collectif envers l'idéal de justice, un rappel de notre responsabilité envers chaque citoyen et chaque communauté et une affirmation de notre volonté de construire un avenir où la règle de droit est respectée et où la justice est accessible à tous, sans distinction. Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination. Les recommandations issues de ce dialogue seront soumises d'abord à la commission technique, puis au chef de l'État. Ces différentes contributions devront permettre de renforcer et de moderniser le système judiciaire sénégalais. Et après donc la présentation de ces différents rapports par les différentes commissions qui ont été mises en place, nous écoutons le professeur Babacar Gueye, qui est le coordonnateur de ces assises nationales sur la justice. Il est au micro d'Anaïs Nyanyamane. Nous avons, au cours de nos travaux, discuté de plusieurs sujets aussi importants les uns que les autres. Les valeurs et les perceptions de la justice, son fonctionnement et son organisation, les acteurs et usagers, le Conseil supérieur de la magistrature, le régime de privation des libertés, le délai de traitement des procédures judiciaires, la prise en charge de la criminalité économique et financière, la spécialisation des juges et des juridictions, etc. Sur les rapports entre la justice et les réalités culturelles sénégalaises, nous avons eu des points de consensus forts sur des questions essentielles qui préoccupent les citoyens sénégalaises et sénégalais. Il s'agit de la limitation des pouvoirs du procureur de la République, de la mise en place d'un juge des libertés
et de la détention, de l'accès à la justice, surtout à la justice administrative. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur des axes majeurs de réforme ressortis de nos discussions. La décentralisation de la justice administrative pour assurer une meilleure protection des justiciables, le désengorgement des juridictions par un transfert des procédures civiles, notamment celles liées à l'état des personnes aux maisons de justice, la digitalisation pour simplifier les procédures, ainsi que la réforme de la carte judiciaire. Donc c'était le professeur Babacar Gaye, le coordonnateur national de ces assises sur la justice. Et toutes ces recommandations qui ont été formulées hier à l'issue donc de ces concertations sur la modernisation et sur la réforme seront transmises au président de la République dans les tout prochains jours. Nous écoutons à cet effet Madiao Diao qui était notamment dans ces assises. Il était notre invité hier dans le journal télévisé du 20h. Les réflexions qui ont été émises et partagées entre acteurs de la justice, mais également entre des populations, des citoyens lambda. Donc ceux pour qui véritablement la justice est rendue. Donc nous avons réfléchi pendant 6 jours, 4 jours d'affilée, repos le week-end pour reprendre le lundi et terminer aujourd'hui. 6 jours de partage dans 2 grandes commissions, réforme et modernisation, et chaque grande commission divisée en 2 sous-commissions. J'étais moi personnellement dans la commission réforme, la grande commission réforme, et dans la sous-commission acteurs de la justice. Nous avons réfléchi sur tout ce qui concerne les acteurs judiciaires, du magistrat au plus petit personnel judiciaire. Personne n'a été laissé en rade. Il s'agissait tout simplement de faire véritablement le ramassis de toutes les conditions dans lesquelles évolue ce personnel judiciaire de manière générale. Et à côté de cela, nous avons également discuté du Conseil supérieur de la magistrature. Sa composition. Est-ce que le président de la République doit continuer à rester dans le Conseil supérieur de la magistrature ou doit-il en sortir? C'est juste des idées. Il faut dire que dans la commission où j'étais, véritablement, le principe qui s'est dégagé de manière générale, c'était son maintien dans la commission acteurs judiciaires. C'était véritablement la décision la plus partagée. Mais il faut dire que quand même, ce n'était pas l'unanimité. Et il est évident que sur cette question, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité. Mais l'UMS a eu à dégager une position et nous autres magistrats, nous sommes alignés à cela parce que décision que nous avons mûrement réfléchi après avoir organisé une assemblée générale extraordinaire à l'aune de ces assises qui viennent de se terminer. Mais de manière générale, quand on parle de cour constitutionnelle, en lieu et place du Conseil constitutionnel, c'est pour davantage donner beaucoup plus de pouvoir à la nouvelle institution qui pourrait être créée. On a l'habitude de le dire en ironisant par le passé que le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil de l'incompétence. Chaque fois que vous le saisissez, c'est incompétent. Parce que c'était dû à un bloc de constitutionnalité qui faisait que véritablement ce Conseil ne pouvait pas aller au-delà des matières qui lui sont dévolues. Maintenant, avec une Cour constitutionnelle, elle pourra peut-être mieux se déployer et avoir beaucoup plus de compétences. Naturellement, on va s'attendre à une ouverture véritablement du point de vue des attributions de cette Cour constitutionnelle. Pour ce qui est des choix, c'est des magistrats. Les magistrats, quel que soit de quelque bord qu'ils se situent, sont désignés par le président de la République. C'est par décret. C'est par décret. Naturellement, ça ne pourra pas changer. Peut-être la différence aura peut-être la clé de répartition. Et ça, on en a connu par le passé. Au départ, c'est le président qui était le seul habilité à nommer les membres du Conseil constitutionnel. Mais chemin faisant, il y a eu la réforme. On s'est dit finalement qu'ils ne nomment pas tout le monde, ils nomment du moins tout le monde, mais pour la proposition, une part sera réservée au président de l'Assemblée nationale, qui lui propose 2 éléments, parmi lesquels il va faire son choix. C'est dire que véritablement, depuis un certain temps, la réflexion est là, et de plus en plus, le président de la République, pour ce qui est véritablement ses compétences exclusives, est en train véritablement de partager avec d'autres pouvoirs. Mais naturellement, il va de soi que quel que soit le scénario qui va être retenu, Conseil ou Cour constitutionnelle, c'est des magistrats qui seront nommés par la plus haute autorité. Vers quoi on va aller? Dans la commission où j'étais, par exemple, on s'est dit que le procureur avait trop de pouvoir et qu'il faut véritablement aller dans le sens de réduire ses pouvoirs. C'est quoi trop de pouvoir? On a visé, par exemple, les dispositions des articles 139 et autres, c'est-à-dire toutes les dispositions où
lorsque le procureur de la République requiert le mandat de dépôt, le juge d'instruction a presque les mains liées. Non, il n'est pas possible qu'un magistrat de surcroît, dépendant de l'autorité politique, le ministère de la Justice, qui est son supérieur hiérarchique, que ce magistrat puisse décider et que le juge d'instruction, qui est un magistrat indépendant, un magistrat du siège, ne puisse pas dire non par rapport à ce qui lui est demandé. Par exemple, on a proposé à ce que cela soit réformé. On se dit également que pour ce qui est du mandat de dépôt, parce que le procureur de la République, la seule hypothèse où il a la possibilité, lui, de prendre directement un mandat de dépôt, c'est en matière de flagrant délit. Et même dans ce cas, on se dit non, il n'est plus question qu'il en décide et qu'il faudra envisager de mettre un juge de la mise en liberté et de la détention qui va en décider. Le procureur, dans ce cas, fera son réquisitoire qu'il va soumettre à ce magistrat du siège indépendant et qui prendra véritablement la décision. Donc c'était Madjao Diao, magistrat membre de la commission réforme. Autre aspect de l'actualité, 450 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Sénégal a levé, notamment lors de l'émission des Europons mardi. Une opération qui place notre pays comme 4e en Afrique subsaharienne à avoir bénéficié de ces fonds. Aminata Mangafal. Le Sénégal a conclu ce mardi avec succès une émission d'eurobonds d'un montant de 750 millions de dollars, soit près de 450 milliards de francs CFA selon la plateforme d'information financière Bloomberg. Les eurobonds émis par le Sénégal arrivent à échéance en 2031 avec un taux de 7,75%. Avec cette opération, le Sénégal devient le 4e pays d'Afrique subsaharienne à accéder au marché des eurobonds cette année, après le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Pour rappel, la dernière émission obligataire internationale du pays remonte à 2021. Le Sénégal avait mobilisé 775 millions d'euros, soit 508 milliards de francs CFA, avec un taux d'intérêt de 5,375% sur une maturité finale de 16 ans. L'émission récente des eurobonds reflète la confiance renouvelée des investisseurs internationaux et renforce ainsi la position du Sénégal sur les marchés financiers mondiaux. Repenser le modèle de la Poste, c'est ce que préconise le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Ali Ounsal, a salué la résilience des travailleurs dans cette crise que traverse la boîte. Endettement avec une pléthore d'agents, l'entreprise a perdu une bonne partie de son marché sur la livraison des colis et tarde à entrer dans l'ère du numérique. C'est des hommes et des femmes très peinés par la situation de leur groupe qui ont accueilli le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Les travailleurs de la Poste sont résilients mais souffrent. Ces mots sont du porte-parole du personnel. Il a dénoncé la malgouvernance qui a plombé l'entreprise ces dernières années. Recrutement abusif, dépenses inopportunes, manque de prospection, autant de problèmes qui ont mis à genoux la Poste. Je disais, à travers les discussions, nous avons écouté les acteurs pour qui nous avons un profond respect et de la considération face à la résilience dont ils ont fait preuve, face aux difficultés économiques que le secteur de la Poste rencontre maintenant depuis quelques années. Quelqu'un me disait tantôt que la Poste n'était pas simplement une entreprise, c'est un patrimoine national qu'il faut absolument préserver. Donc, qui dit patrimoine national, dit l'État du Sénégal, qui est quand même, qui a le devoir d'accompagner, en tout cas, ce secteur vital pour l'économie du Sénégal, dans un délai très court, essayer de voir dans quelle mesure l'État pourrait apporter des solutions concrètes et surtout pérennes. Du renouveau, c'est ce qu'annonce le ministre pour sortir la boîte de cette crise. La Poste devra s'adapter aux exigences du secteur. Aujourd'hui, nous assistons à une baisse des volumes des courriers traditionnels. On sait qu'aussi la concurrence aussi, elle est de plus en plus accrue par le secteur privé. Il y a aussi une exigence des usagers qui demandent de plus en plus de services. Et c'est pour ça qu'on pense que la Poste devrait repenser son modèle et essayer de l'arrimer en tout cas à une nouvelle façon de faire et surtout d'utiliser les nouvelles technologies de l'information qui permettrait aujourd'hui d'avoir une offre de services beaucoup plus compétitive sur le marché. La nomination d'un cadre de la boîte à la direction générale est un signal fort. Selon le ministre,
de l'engagement des autorités à toujours prendre en compte les attentes des travailleurs. À passation de service à la tête de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ, Mame Abissey passe le témoin à Aïda Mbodj. Elle a décliné ses ambitions pour la réussite de sa mission. Mamadou Sakiné. Réussir l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des femmes et des jeunes, c'est l'objectif de la nouvelle déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide de ces deux couches de la société. J'ai juré de ne pas faire d'exclusion. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'être inclusif. On m'a demandé d'avoir une approche maternelle. On m'a demandé d'avoir de la tolérance. On m'a demandé d'avoir de la compréhension à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des bénéficiaires, de les servir, qu'au niveau du personnel de la DER. Aïssatou Mbodj, plus connue sous le nom de Aïda Mbodj, compte sur l'équipe existante pour réussir sa mission à la tête de la DER/FJ. Nous allons devenir une famille, mesdames, messieurs, les membres du personnel. Nous allons entamer une aventure exaltante, celle de servir, celle de changer des vies. Nous allons, avec nos bénéficiaires, développer les terroirs. Nous allons, ensemble, sur le terrain, trouver nos cibles, les autonomiser, les inclure, avoir une approche salutaire pour les associer à ce que nous faisons. La déléguée générale sortante part avec le sentiment du devoir accompli. On a su en tous les cas écrire, avec nos moyens, en apprenant à nous connaître, des pages. Je ne dirais pas les plus belles pages, parce que on s'enlève du parfait, c'est du domaine d'Allah. Mais je dirais que nous allons tenter de répondre au maximum, avec tout l'engagement et toute la célérité. Mame Abissey quitte ainsi la DER/FJ. Après avoir salué les qualités de son successeur, elle a exprimé son vœu de plein succès à Aïda Mbodj. À quelques jours du début du pèlerinage à la Mecque, Médine est devenu un passage presque obligé pour les fidèles musulmans venus accomplir le 5e pilier de l'islam. Depuis hier, la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le lieu de convergence, envoyé spécialement Moumoussagna. Dans l'ouest de l'Arabie saoudite est située Al-Madina Al-Munawara, la ville lumineuse, ou encore Madinatou Nabi, la ville du prophète, le prophète d'Allah. Dans le centre-ville, le grand édifice qui fait office de mosquée du prophète est un important site de pèlerinage islamique. Son immense dôme s'élève au-dessus des tombeaux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des premiers dirigeants islamiques Abou Bakr et Omar ibn al-Khattab. Ce matin, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut le site religieux. Ils viennent de tous les coins du monde pour surtout prier dans la mosquée Al-Khiblatan, réputée comme étant le lieu où le prophète Mohammed a reçu l'instruction de se tourner vers la Mecque au moment d'effectuer la prière. Médine est là où le premier État musulman fut bâti. Oh, elle est merveilleuse, c'est une ville magnifique, avec tous les atouts de notre destin qui est le régime musulman. Donc on est là, on a vraiment le sentiment d'être ailleurs, on a le sentiment de flotter. C'est ça qu'on ressent. Ce qu'on ressent dans le cœur, on ne peut même pas l'exprimer par des paroles. C'est une sensation formidable, merveilleuse. Vous avez prié pour le Sénégal? Oh oui, j'ai prié pour la paix du cœur, la paix dans nos foyers, la paix dans notre pays, la paix dans le monde entier. Parce que c'est ça qui fait qu'on puisse vivre en harmonie partout où on va. Ce matin, on a été à Médine, à la mosquée du prophète, rendre visite au sceau des prophètes, Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une étape qui était pleine d'émotions. On a prié pour le Sénégal, on a prié pour nos foyers, on a prié surtout pour la RTS, qui nous a permis de venir accomplir notre 5e pilier de l'islam. Autre endroit à visiter à Médine, les tombes des deux premiers califes, Abou Bakr et Omar, dans la mosquée du prophète à Médine. Le 3e calife Ousmane et plusieurs compagnons sont enterrés dans le cimetière de la ville Al-Baqiya. Parmi les mosquées à visiter, celle de Khouba, la première mosquée de l'islam. Ici, une prière au salat accomplie équivaut à une récompense d'un petit pèlerinage à la Mecque Umrah. C'est pourquoi la ville du prophète est de plus en plus fréquentée par les pèlerins, comme c'est le cas en période de Umrah ou de pèlerinage. Médine a été une prouesse pour moi.
une récompense divine. J'ai vécu pendant toute ma carrière d'enseignant, je n'ai pas pu venir à la Mecque. Il a fallu que j'aille à la retraite 15 ans après pour avoir l'opportunité d'être là, par le biais de mon enfant. Je crois aussi que c'est ça l'avantage d'avoir des enfants. Et je crois qu'à partir de ce pèlerinage, et tous les Sénégalais que vous rencontrerez vous diront qu'ils ont fait la même prière, la paix et la concorde au Sénégal. Et je souhaite autant. À la RTS aussi, je souhaite que cette place privilégiée que vous avez toujours occupée, que vous puissiez tout de suite la retrouver. Le temps de rejoindre la Mecque, les pèlerins de toutes les nations du monde sont réunis à Médina dans un climat rude avec des températures élevées pouvant atteindre les 50 degrés. Ce qui est normal, nous sommes dans le désert d'Arabie, une ville posée à environ 600 mètres d'altitude, un exemple de tourisme religieux. La BCEAO maintient son taux directeur à 3,5% dans l'Union. Le taux de croissance est estimé à 5,1% au premier trimestre 2024 et plus de 6% attendu pour l'ensemble de l'année 2024. Et concernant l'inflation, elle se situe à 2,8% au premier trimestre de l'année 2024. L'amélioration de la situation des comptes extérieurs également de la banque a été évoquée à l'occasion de la deuxième session du comité de politique monétaire. Salut Sec. Le maintien du principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses services aux banques à 3,5% est l'une des décisions majeures prises à l'issue du comité de politique monétaire. À cela s'ajoute le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%. Des décisions prises dans un contexte caractérisé par un dynamisme de l'activité économique au premier trimestre 2024. Au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'activité économique est demeurée dynamique au premier trimestre 2024, avec une croissance estimée à 5,1%. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer pour l'année 2024 une croissance robuste, projetée à plus de 6% après 5,3% en 2023. Un autre fait observé durant le premier trimestre 2024, la faible hausse du taux de l'inflation à 2,8%. L'inflation s'est située à 2,8% au premier trimestre de l'année 2024, se maintenant dans la fourchette cible de 1 à 3%. L'inflation sous-jacente a pour sa part baissé pour se situer à 2%. Cette réunion du comité de politique monétaire a permis d'évoquer d'autres points comme l'amélioration de la situation des comptes extérieurs de la BCEAO. Nous avons bénéficié de l'évolution favorable des termes de l'échange, particulièrement de la baisse des cours des produits énergétiques importés, de la hausse des prix de nos principales matières premières exportées, à savoir l'or, le cacao, le coton et le caoutchouc. Par ailleurs, les mobilisations importantes de ressources extérieures effectuées par certains États au premier trimestre de l'année 2024 ont conforté nos comptes extérieurs. Le financement de l'économie est aussi évoqué lors de cette rencontre. Il demeure vigoureux avec une progression des crédits à l'économie de 5,1% à fin mars 2024. Au cours des prochains mois, le comité politique monétaire devra analyser l'évolution de l'inflation ainsi que la situation économique, financière et monétaire. Et des mesures idoines seront prises pour assurer la stabilité monétaire de la zone. Le ministre des Forces armées salue les performances de la gendarmerie nationale en termes d'acquisition d'équipements et de moyens d'intervention pour prendre en charge la sécurité des personnes et des biens. Le général de corps d'armée Biram Diop s'est rendu à la caserne l'état-major de la gendarmerie nationale à la caserne Samba Diéré Diallo et sur tout un arsenal qui lui a été présenté. Le compte-rendu est signé Moussa Mané. Les honneurs pour accueillir le ministre des Forces armées au quartier Samba Diéré Diallo. Après avoir rencontré le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le ministre a eu droit à une présentation sur la montée en puissance de la gendarmerie nationale. Montée en puissance en termes de cadre de vie et de travail, en termes de mise à disposition d'équipements et de matériel, en termes d'acquisition de nouvelles compétences de pointe. Cette présentation et ces visites nous ont permis d'avoir la certitude
que la gendarmerie est prête pour exécuter dans des conditions optimales la mission républicaine, constitutionnelle, que le Sénégal a bien voulu lui confier. Institution au parcours très élogieux, la gendarmerie nationale doit faire face aujourd'hui à des défis sécuritaires multiformes. Pour mieux prendre en charge ces défis, elle peut compter sur le soutien des nouvelles autorités étatiques. Je puis ici vous confirmer leur meilleure disposition à accompagner la gendarmerie pour qu'elle continue sa montée en puissance de manière coordonnée, de manière cohérente, avec toutes les autres montées en puissance en cours dans les différentes composantes de notre système de sécurité. Le ministre des Forces armées a aussi appelé la gendarmerie nationale à travailler de manière concertée et coordonnée avec les autres forces de défense et de sécurité. Ceci pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. La gendarmerie est également une force qui se veut humaine, robuste et moderne. Par conséquent, elle doit non seulement épouser cette nouvelle réalité créée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, numériser, digitaliser tout ce qu'elle doit numériser, digitaliser, commencer à réfléchir sur la plus-value que l'intelligence artificielle peut lui apporter. La gendarmerie doit aussi, parce qu'elle se veut humaine, tendre la main aux populations qui sont sans raison d'être, pour qu'ensemble, elles puissent prendre de manière correcte les préoccupations sécuritaires. Soucieux des conditions sociales des gendarmes, le ministre des Forces armées a salué le programme de construction de logements initié par les autorités de la gendarmerie nationale. En rapport avec l'entreprise, il a appelé la gendarmerie nationale à créer un véritable écosystème au bonheur des futures familles qui vont occuper ces centaines de logements. Et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Financés à hauteur de 180 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation et de dragage de la lagune de la Somone ont été réceptionnés par le ministre de l'Environnement. Au-delà de l'aspect préservation de l'environnement, cette réhabilitation va permettre un développement des activités économiques communautaires. Mamadou Sakine. Aire marine protégée de la Somone. Cette réserve naturelle qui s'étend sur plus de 4000 hectares affiche un nouveau visage. C'est le résultat de la réhabilitation de certains ouvrages, mais aussi du dragage pour restaurer les milieux naturels. La lagune était confrontée à un certain nombre de problèmes parce que la spécificité de cet écosystème, c'est qu'elle reçoit de l'eau saumâtre, mais également de l'eau douce. Et ça, c'est très utile pour le maintien de l'écosystème. Mais à un certain moment, l'eau douce n'arrivait plus au niveau de la lagune de Somone et ça avait perturbé les écosystèmes, ça avait perturbé les espèces. Financée par l'Union européenne, la restauration de la lagune entre dans le cadre du projet Changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal. Les travaux qui ont été réalisés, notamment au niveau du pont de Tchafoura, du pont Idrissek, et je crois du pont catholique, et également le dragage, c'était pour un coût, je crois, de 180 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du projet de plus de 3 milliards financé par l'Union européenne. Au-delà de l'aspect préservation de l'environnement, cette réhabilitation va permettre un développement des activités économiques communautaires. Grâce aux travaux que vous réceptionnez aujourd'hui, les activités économiques vont être développées considérablement. Elles sont très souvent menées par les femmes, ce qui m'amène à dire que valoriser la mangrove de façon durable et réhabiliter la lagune de la Somone, c'est également renforcer l'autonomisation des femmes qui sont les principales actrices de cet écosystème. L'autre défi est de lutter contre la forte pression foncière autour de la lagune de la Somone. La direction des aires marines protégées mène depuis 2020 des actions de conservation, de surveillance, de monitoring et de restauration de la zone.
À Touba, ce sont des dizaines d'enfants sourds-muets qui sont encadrés pour l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. Certains d'entre eux, après des années d'études, sont parvenus à maîtriser, à lire au complet le Coran grâce à un système d'éducation adapté à leur éducation. Dame Silla. Ils sont tous des sourds-muets et pourtant ils apprennent et mémorisent le Coran. Ce dara situé à Touba est exclusivement réservé aux sourds-muets avec un système éducatif particulier. Ils débutent tout d'abord par l'apprentissage de l'alphabet arabe. Ils parviennent à identifier les lettres selon le mouvement de mes lèvres. Au début, ils ont du mal à faire le distinguo, mais au bout de quelques temps, ils commencent à les maîtriser. Certains pensionnaires, après quelques années d'études, ont fini par maîtriser le Coran et à écrire des exemplaires du livre saint. Ces résultats positifs obtenus ont fait qu'aujourd'hui, des apprenants sourds-muets viennent de partout pour intégrer ce dara. À Touba comme ailleurs au Sénégal, ils viennent de partout, des enfants sourds-muets pour intégrer ce dara. Au total, nous avons 44 pensionnaires et avec l'information qui circule, nous attendons d'autres apprenants les prochains jours. Les élèves sont composés d'hommes et de femmes sourds-muets. L'idée de mettre en place ce dara est venue de ce guide religieux qui a vu naître son fils aîné avec ce handicap. En tant que maître coranique, il a jugé nécessaire de lui trouver un mode d'apprentissage adapté à sa situation. Mon fils sourd-muet a écrit 3 exemplaires du Saint-Coran. Le premier, je l'ai remis au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les autres sont gardés ici. Cet exemplaire que vous voyez là en fait partie. Pour l'initiateur de ce dara, être un sourd-muet ne doit pas pousser à l'analphabétisme ou à la mendicité. Il suffit juste d'un bon encadrement pour réussir la réinsertion sociale. L'État du Sénégal doit prendre en charge l'éducation des sourds-muets. Notre volonté, c'est de recevoir l'apprentissage inclusif, quel que soit le type d'handicap. Être sourd-muet ne doit pas être un blocage pour apprendre. Reste maintenant de trouver des outils d'apprentissage adaptés et un accompagnement pour le personnel, mais aussi de très bons locaux. Ces sourds-muets font aujourd'hui la fierté de leur famille et de toute la Oumma islamique. Ils participent même dans des concours nationaux sur le Coran et occupent des rangs honorables sur le classement. Comment conserver durablement l'agrobiodiversité? Cette problématique était au centre de l'atelier de restitution des acteurs du projet Site Attaque. Pendant 48 heures, ils ont partagé leurs expériences à Thiès pour permettre au Sénégal d'atteindre la souveraineté alimentaire. François Seck. Ce retour d'expérience a permis aux acteurs de l'agriculture de présenter les résultats du projet Site Attache, un espace de dialogue pour la conservation juste et équitable de l'agrobiodiversité. Cet atelier, c'est un autre volet de la génétique et de la biodiversité végétale qui est abordé, c'est
c'est la variabilité des semences qui a été acquise par l'histoire, par les paysans, en sélectionnant leurs variétés végétales pour que ces variétés soient le mieux adaptées possible à leur environnement. Et donc c'est une autre source de richesse, notamment en vue de l'adaptation au changement climatique et en vue de la souveraineté alimentaire. C'est une deuxième phase donc, de cette richesse génétique. Cette démarche, qui se veut transdisciplinaire, a réuni une cinquantaine de participants, chercheurs, représentants des cases de semences, d'organisations paysannes, partenaires financiers et décideurs publics. L'objectif étant d'analyser les dispositifs communautaires pour une bonne conservation des semences. Pour ce faire, une nouvelle approche est préconisée. Ce projet aujourd'hui qui est restitué, c'est quand même une initiative qui a duré plus de 10 ans et qui montre un petit peu la place et le rôle de ces semences-là dans l'atteinte des politiques stratégiques que l'État sénégalais met en œuvre. Mais également, au-delà, moi, c'est de voir un peu émerger une initiative nationale, mais régionale autour de ces semences-là pour pouvoir répondre à cet appel de l'État. Dans cette synergie d'action, l'aspect culturel sera intégré au projet pour une meilleure appropriation des stratégies. Il s'agit de mutualiser les outils pour atteindre à terme la souveraineté alimentaire. Cette synergie d'action entre les chercheurs, entre les organisations paysannes vont dans ce sens-là pour accompagner l'État du Sénégal dans cette atteinte de souveraineté. La recherche a joué un rôle important dans la valorisation des données. Et il faudrait qu'on puisse maintenant mettre à l'échelle tout ce qu'on a eu comme résultat sur ces semences paysannes et aussi faire cette connexion entre les semences paysannes et les semences certifiées pour qu'ensemble qu'on puisse atteindre cette souveraineté. Initié depuis plusieurs années, le projet Seed Attach est en passe de devenir un outil incontournable de conservation durable de l'agrobiodiversité. Sport, basket, Hassan Sek Université Club a été dominé à domicile par le Dakar Université Club Duc, 57-75. Un match comptant pour la dernière journée du championnat et du côté des filles plutôt. Le CMT s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal après le forfait de l'UCAD. Mais auparavant, il s'était déjà qualifié pour les playoffs. Michel Mendy. 57-75, c'est le score final de la rencontre entre la ZUC de Ziguinchor et le Duc pour la dernière journée du championnat 2023-2024. Face à une équipe redoutable et très expérimentée, les Ziguinchorois n'ont pas pu résister à l'assaut des Dakarois. Ils se sont montrés très agiles et efficaces dans les premières minutes de jeu. C'est un match qu'on aurait aimé gagner. Voilà, donc aujourd'hui on a joué contre le Duc. Donc le Duc, ce n'est pas un nom qu'on présente dans le basketball sénégalais. Donc c'est vraiment un très grand club. Voilà, on avait bien démarré en tout cas au premier quart-temps. Mais après, avec l'expérience, donc ils sont revenus et ils ont repris le match à main et voilà. C'était pas évident parce qu'on allait à un terrain inconnu, qu'on n'a jamais joué ici. L'équipe a gagné presque tous ses matchs d'ici. Donc il fallait être présent surtout sur le plan défensif. Mais d'emblée, on fait trop de fautes. Donc on était obligé de miser sur notre attaque. Faire des attaques rapides, écarter le jeu. Et quand même, on avait une réussite quand même. On avait une réussite surtout au niveau des tirs à 3 points. Ainsi, Hassan Sek Université Club perd un match important pour la qualification aux playoffs. Mais il aura l'occasion de se racheter dans les matchs play-down pour se maintenir en première division. On va se préparer, comme d'habitude, pour pouvoir bien entamer cette partie-là du championnat et pouvoir vraiment assurer le maintien en première division. Là, nous sommes vraiment très fiers du public qui est venu depuis le match passé contre l'ASFA. On leur dit que les choses ne sont pas encore terminées. Il y a les play-downs qui arrivent, il y aura des matchs encore ici. Donc nous leur convions vraiment à venir nous soutenir davantage pour que l'équipe puisse se maintenir en première division. Pour le Dakar Université Club, l'heure est déjà aux préparatifs des playoffs. On va faire une évaluation pour voir si on a les moyens d'aller plus loin au niveau des playoffs. Parce que les playoffs, on va jouer au moins 6 matchs. Donc il faut y aller faire une évaluation objective, voir si on a les moyens par rapport à nos joueurs, tout ça là, pour pouvoir fixer d'autres objectifs. Du côté des dames, le CMT est donné vainqueur des huitièmes de finale après le forfait de l'UCAD absent au rendez-vous. Mais sa prouesse la plus importante reste la qualification aux playoffs des femmes après seulement 4 ans en première division. C'est historique ici en Casamance. Ça fait plus de 20 ans ou 25 ans. Aucune équipe ne s'est qualifiée
en play-off. Donc on s'est qualifié en play-off. On a besoin de prières d'abord. On a besoin de moyens financiers parce que vous savez que c'est très difficile. Le CMT, c'est une équipe de filles qui cotisent pour aller jouer en Ligue 1. Donc on a fait les phases régulières, 14 matchs sans moyens. Donc on espère avoir un peu de moyens face au play-off. Le public dynamique qui s'est déplacé massivement au stade municipal de Ziguinchor est invité à revenir accompagner les équipes de la région pour les matchs des week-ends prochains. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination pour la préparation de l'édition de ce matin. Mais je vous retrouve dans un instant pour le Wolof.